Aujourd'hui, un épisode un peu différent d'habitude car je ne serai pas seul. J'ai reçu Antoine Frombonne, créateur de contenu autour du sport, de la santé et cofondateur de la formation Bayesian France. On a échangé sur beaucoup de sujets, comme les choses à prioriser dans ton quotidien pour améliorer ta santé, les différentes nuances à avoir autour de ton alimentation, l'importance de l'activité physique et aussi tous les mythes qu'il peut y avoir autour du métabolisme. J'espère que tu vas apprécier cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer et je te laisse sans plus tarder avec notre discussion. Antoine, donc merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Donc, comme je t'ai dit juste avant, c'est un nouveau format pour le podcast, hein, c'est le premier épisode en duo. Le but, ça va être d'apporter un maximum de clés de compréhension à ceux qui nous écoutent, de démystifier certaines idées reçues, certaines approches autour du sport, de l'alimentation. Donc, que ce soit par rapport à la perte de poids, à du mieux vivre, du mieux vieillir, ou tout simplement être plus performant. Et pour ça, on va s'appuyer tout simplement sur ton parcours, hein, donc que ce soit ton expérience personnelle, ce que tu as pu toi rencontrer, ce que tu fais au quotidien, mais aussi sur ce que tu as pu rencontrer dans le cadre professionnel. Je sais que tu as suivi pas mal de personnes, donc forcément tu as rencontré plusieurs types de profils, plusieurs problématiques. Tu as une approche qui est plutôt scientifique, donc on va pouvoir se baser là-dessus et avoir un maximum de réponses à nos questions. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter rapidement, me dire qui tu es, comment t'en es arrivé là, et voilà. Trop cool. Merci Julien pour l'invitation, merci beaucoup. De rien. Alors qui je suis? Je m'appelle Antoine Fonbonne, j'ai 35 ans. Je suis un ancien journaliste sportif ayant travaillé pour le mensuel de l'équipe qui s'appelait Sport et Style après. Reconverti ensuite comme coach sportif en 2015. J'ai coaché pas mal dans une salle de sport très sympa qui s'appelait Le Clay à Paris à l'époque. Et ensuite, avec mon meilleur ami Nevin, on a fondé une formation pour les coachs sportifs et les préparateurs physiques qui s'appelle la formation Bayesian, en s'associant avec le créateur de cette formation qui est un Hollandais qui s'appelle Monsieur Menno Henselman. Et on a lancé en fait la version française de sa formation sur le territoire francophone et dans toute la francophonie, parce qu'on a aussi des étudiants canadiens, belges, suisses, luxembourgeois, de l'Afrique du Nord également. Ok. Donc toute une belle communauté de passionnés de l'entraînement et de la nutrition, puisque c'est les thématiques de la formation. Et en parallèle de ça, je suis créateur de contenu, puisque j'ai créé une chaîne YouTube en 2016, un compte Instagram qui va avec, etc. Et je partage mes passions sur l'entraînement, la nutrition, le développement personnel au sens large, mais aussi le voyage, l'évasion et la construction personnelle depuis 2016 sur ces réseaux-là. Et je m'amuse bien. J'aime bien cette dynamique d'à la fois enseigner de la science un peu dure et un peu théorique aux élèves de notre formation depuis 2017 maintenant, et en même temps toucher un public un peu plus mainstream, un peu plus large, un peu plus débutant, un peu plus novice, avec des concepts de vulgarisation scientifique via lesquels j'essaye d'aider les gens à améliorer leur hygiène de vie, leur nutrition, leur entraînement, la qualité de leur sommeil, etc. pour être au max de leur vie et de leur potentiel. Donc voilà ce que je fais, voilà quelles sont mes passions. Trop bien. Et j'essaye de le faire toujours, voilà, faire des choses, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, toujours avec le sourire, et d'injecter aussi du divertissement, parce que c'est aussi notre rôle en tant qu'éducateur, c'est de divertir les gens, c'est de l'infotaining, donc de l'entertainment avec des informations utiles, on l'espère. Et donc j'essaye d'injecter des délires, de l'humour, ma personnalité qui est un peu extravertie, un peu spéciale. Donc on s'en sort plutôt bien, et ça fait bientôt 10 ans que je vis de toute cette dynamique. Donc franchement la vie est belle, et mon audience et ma communauté me le rend très bien. Donc c'est génial. Ok, super. Parfaite la description. Je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse. Pour information, nous, on s'est connus justement grâce à la formation Bayesian. Donc je mettrai le lien aussi en description de l'épisode et le lien vers tous tes réseaux parce que ça peut aider pas mal de personnes aussi. Ok. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, à savoir un peu comme ce que tu fais toi sur les réseaux sociaux, hein, aider les personnes qui nous écoutent à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes grâce notamment au sport, à l'alimentation, en améliorant leur quotidien sans pour autant se transformer en Brian Johnson. Mais voilà, une des premières choses qui met beaucoup de monde en difficulté et sur laquelle il y a
énormément de mauvaises approches, d'idées reçues, c'est notamment l'alimentation. Et au-delà de tout ce qu'on peut entendre à ce sujet, il y en a beaucoup qui pensent que faire attention à son alimentation, c'est chiant, parce qu'il y a une grosse dichotomie entre bien manger et se faire plaisir en mangeant. Et je sais que toi, justement, tu as une approche plutôt flexible. On peut le retrouver justement dans tes stories, dans les posts que tu véhicules ou sur ta chaîne YouTube. Tu te fais plaisir en mangeant. J'ai pas l'impression que tu t'ennuies hein, dans ta diète. Donc, comment tu fais justement toi pour allier plaisir, santé et tout en gardant une part de performance dans ton alimentation? En fait, c'est marrant, tu soulignes le fait que pas mal de gens pensent que c'est chiant de prendre soin de son alimentation. Bah, c'est C'est un souvent peu quelque comme... chose qui revient, hein. C'est la c'est première très chose vrai. qu'on entend, c'est ouais, mais moi j'aime trop la bouffe pour faire attention, quoi. Parce que je pense que les gens voient ou perçoivent uniquement le côté contrainte et pas le côté liberté. Je m'explique. C'est un peu, pour faire une analogie qui va parler à tout le monde, c'est un peu comme gérer son budget. Tu vois, tu peux ou ne pas gérer ton budget, c'est-à-dire être complètement esclave de l'argent parce que tu vas dépenser sans compter et arriver à 5 jours de la fin du mois et être complètement comme ça, avoir plus d'argent et devoir faire les fonds de placard pour bouffer et marcher à pied parce que tu peux rien mettre, tu peux pas mettre d'essence dans ta voiture. Et clairement, tu gères pas ton budget et tu sais pas combien tu dépenses, tu n'arrives pas à mettre tes dépenses en adéquation avec tes profits ou tes revenus et donc t'es complètement maîtrisé par les cordons de la bourse, malheureusement. Ou alors, tu gères ton budget de façon rationnelle, intelligente, mesurée. C'est-à-dire que tu te dis, OK, j'ai tant de revenus, je peux me permettre de dépenser tant par mois, voilà combien je vais allouer à tel poste de dépense, à mon alimentation, à mes déplacements, à mon loyer, à mes vêtements, à mes loisirs, à mes voyages, à mes investissements, etc. Et si tu fais ça de façon carrée et rationnelle, ou au moins si tu apprends à le faire pendant une certaine période de ta vie, ensuite tu peux avoir de la liberté. Parce que tu peux te dire, plutôt que de vivre comme une autruche, la tête dans le sable en me disant, allez, je sais pas combien je gagne, je sais pas combien je dépense, on verra bien, et d'attendre d'avoir, tu vois, l'ardillon des contraintes bancaires, des agios, etc., te rappeler que tu es en train de faire n'importe quoi et tu vis largement au-dessus de tes moyens. Tu peux décider de prendre ton argent en main et d'accorder tes dépenses et ton mode de vie à tes revenus et à ce que tu peux te permettre en fonction de ce que te rapportent tes activités professionnelles notamment. Et la nutrition, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu apprends à optimiser les choses et à gérer les choses de façon rationnelle que tu dois vivre toute ta vie dans l'austérité. Quand tu investis ton argent intelligemment, ça doit te permettre de créer progressivement de plus en plus de liberté, parce que tu vas aussi générer de la richesse si tu le fais intelligemment, et qui va te permettre ensuite de pouvoir te payer des bons moments, te payer des loisirs de qualité, te payer des moments de qualité avec tes proches, etc. La nutrition, c'est la même chose. Si tu apprends à gérer intelligemment ta nutrition, à faire des choix rationnellement optimaux ou de meilleurs choix que les choix par défaut que tu fais si tu dis je sais pas combien je dépense au quotidien, je sais pas combien je dois manger, donc je continue à vivre comme une autruche et je bouffe n'importe quoi et on verra ce qui se passe. En fait, tu vas continuer à être esclave de l'alimentation tout simplement parce que tu sais pas ce que tu fais. À partir du moment où tu arrives à rationaliser tes prises de décision, tu arrives à créer un contexte dans lequel tu es maître de ce qui t'arrive et de ce que tu fais et où tu n'es pas sans arrêt en train de réagir au contexte et aux événements que tu maîtrises absolument pas, tu peux créer de la liberté. Tu sais ce que tu dois dépenser au quotidien, donc tu sais combien tu dois apporter à ton corps, combien tu dois consommer, et ensuite tu peux jongler et orienter en fait. Si tu veux te mettre proche du rouge ou à découvert avec ton budget pour te payer une belle semaine de vacances, je sais pas où, à Marrakech avec des amis ou n'importe où, mais que c'est maîtrisé et que tu sais comment tu vas retomber sur tes pattes le mois d'après, c'est ok. C'est exactement la même chose avec la nutrition. Si tu veux, tu vois, j'étais toute la semaine à Annecy pour une course. On a eu des soirées avec des barbecues à volonté incroyables, notamment organisées par mon ami Juan Arbelaez. C'était complètement fou. Est-ce que j'avais envie de dépenser 4000 calories de magnifiques entrecôtes et de thon flambé? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que ça rentrait dans mon budget du moment? Pas forcément, mais est-ce que je suis capable, avec les connaissances que j'ai et le recul que j'ai sur mon alimentation, d'équilibrer ensuite mes apports sur les jours à venir ou éventuellement de les équilibrer en amont ou même au sein des jours en modifiant un peu ma dépense énergétique, etc. pour pouvoir m'offrir cette liberté et profiter de ces bons moments
Absolument. Donc contrôler son alimentation ou apprendre à optimiser son alimentation ne veut pas dire vivre contraint et forcé et se terrer dans l'austérité absolue et la socialisation totale. Pas du tout. Au contraire, ça permet de se donner des armes et de se donner des leviers pour pouvoir augmenter son niveau de liberté et atteindre ses objectifs. Donc avoir une progression qui va être profitable sur le long terme et qui est guidée par des décisions rationnelles, tout en se faisant plaisir au quotidien. Et c'est ça que j'aime faire en fait. C'est enseigner aux gens les techniques qui vont leur permettre de prendre de meilleures décisions pour être le plus libre et profiter le plus possible de leur vie. Ok, très bonne réponse. Et, et c'est vrai que le parallèle avec le budget financier en général, on comprend toujours mieux. Une des premières approches que j'ai vues quand j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, Ouais. et ça va un peu dans ce sens-là, et maintenant je le vois différemment, mais à l'époque c'était le Fit sur macro, ça a l'air génial comme ça, parce qu'on a Mhm. l'impression qu'on peut tout manger tant que sur l'application on dépasse pas les courbes et que sur le long terme ça sera ok. Maintenant je le prends avec des grosses pincettes, avec du recul, parce qu'on peut créer sur le long terme des carences qui sont énormes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette vision de bah, tant que j'ai mes protéines, tant que j'ai mes glucides et mes lipides, peu importe la source, c'est OK. Est-ce que tu penses qu'on peut se limiter à ça ou il faut quand même avoir un niveau d'analyse qui est plus profond et qui va quand même sur la qualité des aliments? En fait, je pense que comme première approche, ou peut-être comme seconde approche, parce que personne n'est vierge d'un semblant d'éducation ou de sensibilité nutritionnelle. Même si tu as grandi dans une famille qui s'en préoccupait pas du tout, ou dans un milieu social dans lequel c'était pas un acquis, tu vois, tu as forcément au moins ou des fausses croyances ou des idées reçues sur l'alimentation qui t'ont été transmises par l'école, par la famille dans laquelle tu as évolué, par ton groupe de pairs, etc. Et tu as déjà forcément une conduite qui est parfois une conduite par défaut, mais qui est sans doute déjà pré-guidée par certains principes ou des trucs que tu as entendus ou des notions de bon sens que tu penses devoir appliquer, tu vois, qui sont pas forcément justes, mais qui sont la conduite que chacun a vis-à-vis de toutes les thématiques de sa vie. Tu vois, comme moi, j'avais vis-à-vis de la santé financière avant de commencer à m'y intéresser. On a tous des façons de faire ou des grands invariants qu'on pense devoir suivre pour faire les choses de façon à peu près correcte, même si malheureusement, c'est pas toujours très pertinent. Donc, tu as cette espèce de couche de base d'éducation qui est valable en nutrition, même si malheureusement en France, je pense qu'elle est relativement fragile parce qu'on n'a pas une culture de l'éducation nutritionnelle, on a une culture de la gastronomie, on a une culture de l'hédonisme, on a une culture du plaisir et du libertarisme un peu, en tout cas en termes d'éducation nutritionnelle et de santé, je trouve, et on n'a pas tu vois, la plupart des gens, tu vas dans un supermarché, tu demandes aux gens c'est quoi une calorie, c'est quoi un glucide, j'en sais rien, combien de kilocalories dans un gramme de protéines, bon courage. Je pense que si tu as 15% des personnes qui répondent bien à ce genre de questions extrêmement basiques sur la nutrition et l'alimentation, déjà on s'en sort pas mal, tu vois. Ça va dépendre des milieux sociaux. Je pense que si tu vas en plein Paris dans le 8e, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des gens qui sont un peu formés et éclairés là-dessus que si tu vas en province, en fin fond de la Creuse ou dans des milieux où les gens clairement sont pas du tout connectés avec ces réalités-là. Mais la vérité statistique de notre pays, c'est que c'est pas du tout un truc dont les gens se préoccupent culturellement. Donc il y a un gros effort à faire là-dessus, mais je pense que pour répondre à ta question, le e-fit sur macro, si ça arrive en deuxième intention ou en première perception de quantité d'informations nutritionnelles quand quelqu'un commence à s'intéresser à son alimentation, c'est plutôt une bonne chose selon moi et selon mon point de vue, parce qu'au moins on va échapper à la croyance qui est hyper nocive à mon sens il y a des trucs que je dois manger et il y a des trucs que je dois pas manger. Littéralement, quand tu as un bon physique ou que tu es en shape ou que tu es perçu par les gens avec qui tu vas t'entretenir ou discuter comme sportif, souvent les gens vont dire « Ah mais tu manges du pain ? Ah mais tu manges des pâtes ? Ah tu manges de la pizza, du gluten ? Ah tu manges des bonbons ? Tu manges des M&M's ?» Parce que les gens ont trop tendance malheureusement à écouter ce que les médias mainstream déballent comme fausse vérité ou comme fausse alerte et diaboliser certains aliments ou certaines catégories d'aliments et se dire que s'ils veulent être en bonne santé, il faut absolument pas qu'ils en mangent. Tu vois, et commencer à se mettre des espèces de barrières mentales vraiment et de cloisons dans leur système de pensée en se disant
il y a des aliments que je peux m'autoriser et d'autres que je ne dois jamais toucher, littéralement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas rare de voir des gens avec des bons résultats en termes de physique ou qui ont réussi à reprendre leur shape en main ou à se construire une routine qui ressemble à une routine santé, diaboliser de façon extrêmement binaire pas mal de catégories d'aliments. Tu vois, moi, j'avais des potes qui avaient des très bons physiques quand on était à la sortie du lycée, tu vois, au début de la vie active. Et quand tu les interrogeais sur leurs habitudes nutritionnelles, tu te rends compte que c'était des nazis qui mangeaient pas de sucre, qui mangeaient pas de pain, qui mangeaient pas de... Certains mangeaient pas de fruits parce qu'il y avait du sucre dans les fruits, attention, qui mangeaient quasiment pas de glucides, tu vois. Enfin, il y avait des diabolisations qui étaient complètement inutiles parce qu'en fait, ils étaient passés d'un stade où ils avaient très peu de connaissances nutritionnelles à un stade où ils avaient essayé d'en acquérir quelques-unes, mais en passant malheureusement pour eux par le biais de cultes alimentaires parfois ou de fausses croyances extrêmement enracinées dans des groupes sur les réseaux sociaux, par exemple, ce genre de trucs qui ressemblaient quasiment à des sectes et qui les ont amenés à avoir des résultats, certes, mais au prix d'adhésion à des dogmes, littéralement, ou à des cultes, quasiment, ou en tout cas des ensembles de fausses croyances qui les ont rendus complètement esclaves d'un certain type de contexte ou d'un certain mode alimentaire. Si tu penses que la seule façon de pouvoir perdre du gras, c'est je sais pas, de suivre une diète cétogène, par exemple, parce que tu as fait du crossfit et que tu as vu que les gens ils mangeaient paléo et que dans le groupe de ta salle, il y avait des mecs qui faisaient de la diète cétogène et qui avaient un super physique et des super résultats, bah, grand bien t'en fasse, tu vas peut-être arriver au résultat que tu voulais, sauf que le jour où tu vas tomber dans un contexte où suivre ta diète cétogène est extrêmement compliqué, voire pas possible, ou très contraignant, bah, tu vas être super emmerdé, extrêmement peu libre de tes mouvements et potentiellement malheureux si la période vient à durer, tu vois. Donc le eFit sur macro, je pense que c'est une bonne première couche de base dans le sens où tu succomberas pas d'entrée de jeu à la fausse croyance qu'il y a des aliments que tu ne peux pas t'autoriser à manger jamais. Parce que c'est pas le cas. On peut manger de tout. Tu peux manger, enfin tu vois, moi j'essaye de pousser à tout prix la santé sur les réseaux, l'éducation nutritionnelle, combattre la sédentarité, optimiser sa vie avec des choix meilleurs en termes d'alimentation et de dépenses énergétiques et de mouvement au quotidien. Ça m'empêche pas. Tu vois, hier, j'avais un voyage de 10 heures pour revenir d'Annecy. J'avais envie d'un paquet de M&M's. Je me suis tapé un paquet de M&M's, tu vois, à la gare de Genève. Bref, est-ce que c'est bien? Bah, c'est pas forcément optimal. Il aurait peut-être fallu que je mange des concombres ou des carottes râpées ou un apport de protéines, etc. Sauf que dans le grand schéma de ma vie et de ma santé mentale, hier, j'avais envie de me faire plaisir avec un petit paquet de M&M's. La veille, j'avais couru 16 bornes avec 1000 mètres de dénivelé positif. Je peux parfaitement intégrer un petit paquet de M&M's si j'ai envie de me faire ce petit plaisir. Donc, tu vois, comprendre qu'il n'y a aucun aliment à bannir totalement et qu'il y a juste des arbitrages à faire et que certes sur le plan nutritionnel un paquet de M&M's bah, c'est moins optimal que d'avoir une ration de produits non transformés avec une belle part de protéines, avec des lipides de bonne qualité, des fibres, des vitamines et des minéraux, certes, mais ça c'est la théorie. Et même si la théorie pour que ta vie s'organise et se déroule de la meilleure façon possible, elle doit s'appliquer dans les grandes lignes le plus possible et le plus souvent possible, et que peut-être que 99 fois sur 100, il vaudra mieux manger un repas composé d'aliments non transformés, extrêmement nutritifs et riches en vitamines et en oligo-éléments, et ben ça n'empêche pas qu'en pratique, de temps en temps, tu peux parfaitement intégrer des M&M's, des cookies, j'en sais rien, des glaces, etc. Là où il faut effectivement, comme tu l'as souligné, faire preuve de recul et de bon sens, c'est que même si cette première couche d'éducation que fournit le eFit sur macro parce que ça te libère de ce carcan et de ce dogme de la pensée que tu dois t'interdire en tant qu'être humain de consommer certains aliments comme si c'était du poison, alors que c'est pas le cas. Il faut quand même faire preuve de bon sens et se rendre compte que parce que tu peux te permettre d'intégrer certains aliments qui sont pas optimaux pour ta santé et avoir quand même des résultats, tu dois pas t'autoriser l'exception comme étant une nouvelle norme. C'est-à-dire que si tu penses que parce que si tu respectes tes calories et tes macros, tu peux manger des aliments de n'importe quelle source, intégrer des pizzas, des glaces et des bonbons absolument tous les jours, et du moment que tu arrives à tes 2500 calories par jour et tes 130 grammes de protéines, c'est bon, bah là tu te mets le doigt dans l'œil. C'est comme si
tu te dis, je gagne 2500 euros par mois, et ben je peux me permettre de dépenser ces 2500 euros par mois absolument comme je veux. Du moment que je les dépasse pas, je serai jamais dans le rouge, c'est nickel. Donc tu vas t'acheter des fringues de fast fashion dont t'as pas besoin, tu vas t'acheter de la bouffe de merde, des loisirs de merde, flinguer de l'argent de façon totalement irraisonnée et n'importe comment, ne pas investir, ne pas acheter des trucs qui vont s'avérer des assets, ne pas investir sur tes connaissances pour créer une croissance et un développement personnel durable. Et en fait, tu dépasses pas ton budget, mais tu fais de la merde avec. C'est un peu la même logique. Si tu manges n'importe quoi simplement pour cocher des cases en termes de calories et de macros, tu passes complètement à côté de la perspective globale d'ensemble que devrait être la nutrition au quotidien. Tu peux te l'autoriser, et certes, à partir du moment où tu sais jongler, tu peux être beaucoup plus libre et intégrer quand tu veux, de temps en temps, des aliments plaisir qui sont pas forcément au top en termes d'apport nutritionnel. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire tous les jours, ou est-ce que ça veut dire que parce que tu peux, il faut te l'autoriser en permanence? Clairement pas. Donc, pour moi, le Fit sur macro est une école alimentaire qui peut être salvatrice, ou qui peut t'éviter de tomber dans les abîmes de la diabolisation alimentaire, qui peut créer énormément de TCA, énormément de névrose vis-à-vis de l'alimentation, et c'est pas le but. Mais avec un grand pouvoir arrive de grandes responsabilités. Quand tu sais que tu peux te permettre cette flexibilité alimentaire, il faut aussi que tu aies le recul et la présence d'esprit de comprendre que l'optimal, et ce qui est meilleur en termes de santé, doit quand même prévaloir grâce au bon sens et tu vois, à la gestion raisonnée de ta nutrition tous les jours, tout simplement. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Pour moi, ça offre un cadre, un premier cadre en soi qui n'est pas extrêmement difficile à intégrer. Une première approche de rationalisation, on va dire, de son alimentation, pendant lequel on peut justement prendre le temps de creuser un peu plus, prendre le temps d'apprendre un peu mieux comment t'alimenter, sans devoir, justement, tu fais rien. Pendant ce temps-là, tu essayes de savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, et au final, tu commences jamais, parce que quand tu te rends compte que tu commences à chercher des informations sur Internet, tu as tout et son contraire. Tu te fais submerger justement par des réponses, comme tu disais, sur des forums nazis de l'alimentation, sur des forums où c'est des personnes qui ont aucun rapport avec l'alimentation, qui répondent et qui te recrachent exactement ce que eux font, ce que eux ont fait. Là, c'est là que tu te rends compte que c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop cadré, et ça te donne pas du tout envie de commencer. Toi, du coup, quand tu veux perdre du poids, là, tu as dit que tu avais fait un gros week-end qui rentre pas dans tes objectifs actuels. J'imagine que du coup, derrière, tu vas chercher à rationaliser un peu, tu vas chercher à retomber sur tes pieds. Qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien de manière simple pour justement atteindre tes objectifs? Alors c'est marrant, tu vois, effectivement j'ai parlé de rationaliser et de revenir à une dynamique un peu plus saine et tout, mais un truc que je ne fais plus, ou pratiquement pas, c'est de contrebalancer les écarts entre guillemets On est d'accord. et de gérer ça de façon extrêmement mécanique. Tu as dépassé ton apport cible de 2000 calories, et bah, tu vas enlever 2000 calories sur les jours à venir ou la période d'après, tu vois. C'est là où En je termes voulais en arriver, rationnels, justement, ça compenser. peut fonctionner. En vrai, ça peut fonctionner parce que c'est quand même que de la thermodynamique et donc des calculs de balance énergétique et donc des maths, tout bêtement. Sauf que je pense qu'en pratique, sur le long terme, si tu passes ton temps à t'autoriser des largesses avec ton alimentation et ensuite, entre guillemets, à pas te punir, mais à les corriger en diminuant ton apport énergétique dans les jours suivants, tu crées potentiellement une espèce de cercle vicieux de plus je m'autorise de trucs, plus je vais devoir me punir après ou me restreindre. Et donc potentiellement, comme je me suis restreint avec la restriction de façon cognitive, a toujours un coût et une conséquence, c'est celle de la frustration, tout bêtement. Plus je vais me faire plaisir, plus je vais me restreindre, plus je vais me frustrer, donc plus je vais me faire plaisir, et ainsi de suite. Et en fait, tu crées une espèce d'augmentation progressive de l'amplitude, où ensuite tu perds complètement pied avec les valeurs de base que tu essayes de mettre en place dans ton quotidien, qui sont s'alimenter mieux, être en bonne santé, et développer et améliorer son bien-être et sa santé mentale aussi, on va pas se mentir. Et au final, je pense que tu rates complètement l'objectif en partant dans des spirales où tu vas
donner lieu à non plus des moments de plaisir, mais des moments quasiment de frénésie alimentaire ou potentiellement d'hyperphagie ou de suralimentation, quasiment boulimique. Et ensuite, des moments de restriction extrême, parce que plus tu t'écartes de ce que tu es censé faire, plus il va falloir que tu sois sévère avec toi-même ensuite pour revenir à un semblant d'équilibre. Donc, je pense que briser tout de suite le cercle de la restriction post dérapage ou post-plaisir, tu vois, en fonction du contexte dans lequel on l'entend, ça permet de rationaliser un peu et de garder la tête un peu froide en se disant, ok, j'ai mangé plus que nécessaire. Tu vois, genre, typiquement, ce week-end, je suis parti, j'étais à 70 kilos sur la balance, je reviens là au bout de 6 jours, je me suis vraiment fait plaisir. Il y avait zéro limite, c'était très convivial, il y avait de la bouffe partout, j'ai pas bu d'alcool, je crois que si, j'ai bu une bière il y a 2 jours. J'en bois assez rarement, mais tu vois, genre anecdotiquement, j'ai bu une bière, j'ai beaucoup mangé, j'étais dans un hôtel incroyable, le petit-déj était complètement fou, je me suis fait vraiment plaisir et tout. Je reviens, ce matin, j'étais à 73 et quelques sur la balance, tu vois, j'ai accusé, alors est-ce que j'ai pris 3,5 kg de gras? Clairement pas, mais tu vois, il y a la masse digestive, il y a le glycogène intramusculaire, la rétention d'eau et tout ça, c'est des thèmes que Clairement, les tu as gens une qui te suivent connaissent alimentation très qui est bien. différente de ce qui est habituel. Donc déjà, tu as la rétention Bien d'eau. sûr, Et en plus, tu as bien couru, sûr, donc peut-être que tu as la rétention d'eau dans les jambes, dans les chevilles, dans les mollets. Et ça, c'est quelque chose ouais. qu'il faut justement que les gens comprennent, c'est que se peser au lendemain d'un week-end, c'est la pire chose à faire. Bien sûr. Alors, tu peux ne pas te peser et te dire que bah du coup je me pèse pas comme ça, je sais pas, et puis il n'y a pas de conséquences Non, non, actées. non, non, Ou non, oui. alors, ou alors tu peux le faire comme je le fais moi, te peser tous les jours quand tu as accès à une balance et considérer simplement le chiffre comme une donnée, tu vois, et te dire que bah du coup c'est juste un point de donnée dans ton équation et dans ta progression et qu'ensuite ça va pouvoir se renormaliser et intégrer une logique qui statistiquement va être signifiante sur le long terme, parce que c'est ce qu'on veut en fait. Une valeur, une journée, tu vois, mon poids est pas plus proche des 73 qu'il ne l'était des 70 théoriquement il y a 5 jours. Même si ça correspondait à l'époque plus à mon poids de forme parce que j'avais eu moins d'irrégularité dans la période précédente et que là clairement j'ai fait un pic qui va se réguler dans les jours à venir. Et pour en revenir à ta question, qui va se réguler de lui-même, parce que en fait, sans avoir besoin de me restreindre de façon extrême sur les jours à venir, là, ce que je ne vais pas faire, je vais tout simplement reprendre ma dynamique alimentaire et l'équilibre alimentaire et les objectifs que j'avais juste avant de partir en week-end. Et dans, je sais pas, 4, 5, 6, 7 jours, tout simplement, bah, je serai revenu à peu près au point que j'ai quitté il y a 5, 6 jours, parce que tout simplement, bah, mon corps va arriver à évacuer déjà toute la masse digestive, le glycogène dont on a parlé, potentiellement la rétention d'eau, etc. Et puis potentiellement, si je me remets, j'étais en léger déficit calorique avant de partir, tu vois. Si je me remets sur un léger déficit calorique comme celui que j'observais avant ce week-end-là, eh ben, je vais juste reprendre ma perte de gras là où je l'avais laissé. Ça va faire un petit accro dans le parcours et ça va me faire perdre un petit peu de temps si j'avais une deadline précise. Mais si j'ai pas de deadline précise et que mon but c'est simplement d'être en bonne santé et éventuellement d'optimiser ma composition corporelle sur le long terme, bah, boum, j'ai juste reculé un petit peu par rapport au calendrier optimal que j'aurais pu atteindre si j'avais été complètement verrouillé et que j'étais pas sorti de chez moi. Mais mon but, c'est pas, je suis pas bodybuilder pro avec une date de compétition fixe où je dois afficher un physique le plus sec et écorché possible pour monter sur scène tel jour. Mon but, c'est simplement de me faire plaisir et de pouvoir intégrer ces périodes de socialisation, d'événements. Je suis invité à beaucoup de trucs aussi dans le cadre de ma création de contenu, des échanges que j'ai avec les marques, des sponsoring, etc. Donc, ça fait partie de ma vie de devoir intégrer ce genre d'événements à mon calendrier. Et ça fait surtout partie de l'objectif de vie que je me suis créé, de pouvoir en profiter en fait. Et de pas me dire, oulala, je suis invité 5 jours dans un hôtel incroyable, le petit-déj est complètement fou, il y a des soirées barbecue à volonté. Ah bah, je viens avec mon tupperware, je mange des radis et je reste à mon total calorique et mes apports habituels et je touche à rien. Surtout pas. Parce que c'est la vie que je voulais et que je me suis construite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire absolument n'importe quoi et prendre 3 kilos de gras par an sans s'en apercevoir et se réveiller dans 10 ans complètement en surpoids en disant, ah, je comprends pas ce qui s'est passé? Ben non, ça veut juste dire que je peux me permettre, parce que je sais quels sont les leviers qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs, de jouir de cette incroyable liberté qui est de profiter de tous les événements sociaux qu'on me propose, sociaux peut-être, les événements,
tout en atteignant mes objectifs sur le long terme et en restant en très bonne santé. Voilà. Clairement, c'est le point auquel on devrait tous chercher à arriver, à savoir arbitrer en soi les moments sociaux, les moments plus en accord avec ce qu'on souhaite, et savoir justement arbitrer tout ça pour pas avoir de cycle qui se crée, comme tu l'as dit, frustration, restriction, et ça clairement c'est pas tenable sur le long terme. Toi, tu comptes justement tes calories la plupart de l'année, ou avec le recul, tu sais comment t'alimenter, tu connais tes repas, tu fais un peu plus de manière instinctive? Alors, en théorie, j'aurais les connaissances et le recul pour pouvoir le faire de manière instinctive. Après, je crois que Einstein a dit en théorie, la théorie et la pratique sont la même chose. En pratique, c'est pas le cas. En pratique, la vérité, c'est que je suis quand même un mec extrêmement spontané et la liberté, c'est une valeur extrêmement importante pour moi. Et à partir du moment où tu me donnes un peu de liberté ou que je m'en octroie tout seul, j'ai vite fait d'en abuser. Je m'explique, mais si je suis dans un contexte, tu vois, genre là, je pars pour 5 jours, je me dis, je me pèse pas, j'emmène pas de balance, je compte pas mes calories et je profite de tout ce que j'ai à portée de main et je me fais plaisir dans la mesure où j'ai envie de me faire plaisir. Cette période, je me conduis comme ça parce que je sais qu'elle va durer 4-5 jours. Si je pars pour un mois à l'étranger, si je fais ça, littéralement, je prends 10 kilos. Parce que je suis un gigantesque gourmand. Je pense que je suis j'aime le dire sans aucune discrimination, mais je pense que je suis un petit gros dans un corps de sportif parce que je suis passionné par la bouffe, je suis super gourmand et que la seule chose qui fait qu'on n'a pas l'impression que je suis un mec qui est plus passionné par les quesadillas et les cheesecakes qu'il en a l'air, c'est simplement parce que je fais beaucoup de sport et que j'ai la chance d'avoir une génétique qui me permet de pas avoir pris trop de gras quand j'étais enfant, par exemple, ou quand j'étais jeune et d'avoir construit quand même un physique qui est en bon état de marche. Mais si je m'autorise ces libertés-là et que je me les autorise trop longtemps, je suis comme tout le monde, je prends du gras assez vite parce que j'ai un gros appétit en plus, donc je peux manger beaucoup plus que mes besoins sans aucun problème. Et que la Je suis société pareil aussi, sur le sujet. bah oui. Je connais peu de sportifs qui n'ont pas un bon coup de fourchette, qui sont pas capables de dégommer leurs apports sur un brunch ou un seul repas, tu vois. Surtout quand tu as Euh, encaissé des périodes de surplus calorique sur plus ou moins long terme et que tu es habitué à manger beaucoup. ouais, Quand tu ouais. essayes En plus, justement par la suite de réduire les calories, tu te rends compte que déjà manger beaucoup de calories, c'est compliqué. mhm. Donc forcément, tu es habitué à manger des gros volumes, et après justement tu te reprends une claque quand tu rediminues, tu dois faire attention justement au volume alimentaire, etc. pour que ça rentre. Donc ouais, Ouais. c'est un sacré challenge. Donc tu vois, pour ça, je pourrais ne pas compter mes cales. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est comme je pourrais ne pas compter mon budget, tu vois, financier. Je pense, je gagne bien ma vie, je peux me permettre. Sauf qu'il y a des périodes où j'ai envie de m'acheter plein de trucs, de me payer des voyages, des trucs, des déplacements, etc. Et que si je commence pas à compter, t'as beau gagner bien ta vie et avoir 2-3 sous de côté, etc. Il y a un moment, tu peux vite te mettre dans le rouge, tu vois. Et moi, je sais que je traite ma liberté financière à peu près comme ma liberté alimentaire, et que si je me dis pas, bon là, il faut quand même que je fasse attention, où est-ce que j'en suis, faire des petites check-up et me tenir responsable de ma progression, tu vois, mais je peux dépenser énormément d'argent extrêmement vite, tout comme je peux accumuler les calories de façon extrêmement rapide en me disant, wow, ça va, c'est tu vois, le petit paquet de M&M's que j'ai Hmm. tapé hier qui devait faire 400 cales par-ci, j'arrive, je vais faire un poké, puis tiens, il y a un petit jus sympa, c'est un smoothie, ça va, c'est 300 cales, et puis j'ai claqué un Hawkberry aussi avant d'arriver à la gare, tu vois, le petit truc d'acai bowl avec des granolas et des noix de cajou, il devait faire 500 cales aussi. Enfin, ça va extrêmement vite et les gens se rendent pas compte à quel point ça va vite. Donc Surtout que là, pour tout toutes ce que ces tu cites, raisons-là, c'est des choses qui sont plus, bon, à part le paquet d'M&M's, mais un poké, toutes ces choses-là, c'est des choses ouais, qui sont plus ou moins saines, ça a que les l'air. gens ont tendance Ouais, à choper rapidement entre deux réunions le bien sûr. midi, et penser que justement, moi, ça va, je fais attention. Cette semaine, j'ai mangé des salades à la gare, j'ai mangé un poké, j'ai mangé un sandwich, mais j'ai pas pris le sandwich à la mayo.
Et ça va super vite, comme là tu as cité des cales, ça en a sûrement choqué quelques-uns, mais ouais, ça peut monter super vite sur ce genre d'aliments sains, quoi. Et en plus, on a toujours le biais de se dire, moi, ça va. Tu sais, genre là, les cales que j'ai donnés, si ça se trouve, je suis encore 30 ou 40% en dessous de la vérité, tu vois, vraiment. C'est clair. Parce que j'ai pas compté le monstrueux petit-déj que je me suis fait hier avant de partir de l'hôtel, qui lui devait faire 3000 cales bien cognées, tu vois. J'ai fait 3 assiettes. Tu sais, j'ai commencé dans la logique du. Tu commences avec les trucs sains, donc tu t'envoies des œufs brouillés, des petits œufs durs, un peu de légumes, des fruits, du pamplemousse et tout. Puis un petit bol de fromage blanc 0% dans lequel j'ai mis, je sais pas, genre 200 grammes de graines de chia. Puis j'ai balancé du fromage par-dessus. Puis il y avait des gaufres. Je me suis dit, oh, j'en mange jamais. Je me suis fait une ou deux petites gaufres. J'ai commencé en me disant, bon, allez, je mets du peanut butter, c'est quand même plus simple. Puis après, il y avait du Nutella, donc j'ai mis du Nutella. Donc, ouais, tu vois, et tout ça sans la moindre culpabilité parce que je sais que je le fais peut-être une fois tous les, j'en sais rien, une fois tous les mois et demi, une fois tous les 2 mois, et que quand l'occasion se présente et que j'ai accès à un petit déj d'une telle qualité, bah je vais pas me dire ah non, c'est pas bien, je suis parti, j'étais en déficit calorique, il faut absolument que je reste dans ma ligne éditoriale, tu vois, pour ainsi dire, et j'y touche pas, et je reste dans ma chambre, ou alors je vais au Franprix à côté et je me prends de la laitue, tu vois, genre clairement pas. Clairement, clairement. Mais, Et je pense que mais ça va très vite. ouais, ça va très vite. Et je pense que justement, ton approche sur le long terme, bah là, tu reviens aujourd'hui, socialement, t'as refait le plein, t'as une humeur qui est à 100%. Enfin, c'est largement mieux que te restreindre, même te restreindre de quelques pourcents sur le week-end et revenir avec un capital volonté qui est déjà entamé, plutôt que refaire Ouais. le plein, justement, et être prêt, justement, pour les prochaines journées, les prochaines semaines. C'est clairement la bonne approche pour gérer ta vie sociale, pour gérer les repas. Là, on arrive justement l'été, il va y avoir pas mal de barbecues. Les gens vont se faire inviter à droite à gauche, et c'est vraiment cette façon de faire qu'il faut implémenter dans son quotidien, quoi. Je Justement, pense aussi. sur le fait de compter ses calories, Mhm. il y a beaucoup de personnes qui comptent leurs calories, mais qui calculent mal ce qu'elles doivent consommer. Il y a beaucoup de choses qu'on voit à droite, à gauche sur les réseaux sociaux, et une des choses qui est pour moi la plus dramatique et celle que je vois vraiment souvent, c'est le métabolisme cassé qui pousse les gens en fait à consommer de moins en moins de calories, à consommer entre guillemets, hein, parce que en général on consomme pas si peu si on maigrit pas, mais à Mhm. consommer toujours moins de calories, et au final euh, à avoir une approche de, j'ai cassé mon métabolisme, je dois manger beaucoup plus pour perdre du poids. C'est quoi ton avis là-dessus? Je te vois sourire, mais Je pense qu'il y a tout un tas de gourous de l'alimentation et je vais le dire comme je le pense, mais de petits cons qui le débarquent problème sur c'est qu'il les faut être réseaux et tranchant qui... sur les réseaux sociaux, C'est faut être ça, c'est ça, culpabilisant, faut répéter c'est ce que ça, les autres disent. c'est ça. En fait, tu vois, si je te dis... euh, si je te dis... tiens, je te fais 2 titres de journaux que tu vas voir en passant dans la rue. L'un, l'inflation a augmenté de 2,3% et l'autre, attention, il y a un requin qui a été découvert dans le lac à 200 mètres de chez toi, tu vois, lequel tu as envie d'ouvrir en disant, oh, attends, c'est quand même un truc de ouf. Forcément, tu vas aller regarder l'entrefilet sur le truc du requin parce que tu te dis, attends, c'est quand même dingo. Alors que peut-être que l'inflation qui a augmenté de 2,3% en un mois, c'est un danger plus réel et qui va plus te taper et t'impacter sur les 2 prochaines années, tu vois. Donc, je pense qu'on a besoin de faire du sensationnel et de malheureusement exploiter la peur et les infos un peu choc, et que où tu décides de pas le faire ou pas trop le faire, ce qui est le choix que moi j'ai fait depuis des années, en évitant de faire des trucs trop putaclic, en évitant de faire des trucs trop racoleurs, et surtout en évitant d'exploiter la peur ou l'anxiété des gens vis-à-vis de leur image corporelle, vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis des dangers de la nutrition, etc. Ou alors tu n'as aucune éthique et tu sais que ça va marcher mieux parce que c'est le cas malheureusement, et que le cerveau humain est fait pour être alerté par les dangers imminents et réagir davantage
aux informations choc plutôt qu'aux trucs de bon sens qui demandent de la réflexion et du développement sur le long terme. Et tu te dis que ta ligne éditoriale pour ta création de contenu, ça va être simplement d'exploiter les peurs et les limites et les anxiétés socio-culturelles des gens et d'appuyer toujours là où ça fait mal en mettant toujours l'accent sur des trucs qui sont dramatisants au possible. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui décident de se comporter comme ça sur les réseaux sociaux et qui ne font qu'exploiter la peur de tout le monde, entretenue en plus par la méconnaissance et le manque d'éducation nutritionnelle qui est si répandu au sein de notre population. Donc, malheureusement, il y aura toujours des cibles pour ce genre de personnes et il y aura toujours des personnes comme ça parce que des personnes sans éthique, il y en a beaucoup et surtout, ça permet de gagner énormément de temps en fait parce que maintenant, tu as un compte Instagram avec 600 abonnés et tu proposes aux gens d'apprendre à réparer leur métabolisme cassé pour pouvoir enfin parvenir à perdre le gras qu'ils essayent de perdre depuis 10 ans sans succès, bah forcément, il y a toujours une partie du cerveau humain, même chez les gens intelligents et rationnels, qui va se dire attends, ce serait pas ça en fait? Genre, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Est-ce que finalement, ce serait pas ça le secret que j'ai pas découvert et qui m'empêche d'arriver à mon objectif? Et avec un bon copywriting, un phrasé un peu convaincant ou un petit peu de conviction dans ce que tu fais, tu as des gens qui malheureusement arrivent à monter des business extrêmement florissants simplement en exploitant la peur de leurs prospects ou de leurs clients et en leur vendant du métabolisme cassé, du drama sur l'endocrino, je sais pas, du dérèglement hormonal qui empêche la perte de gras, etc. Donc ça me fait sourire, mais ça devrait pas, parce que malheureusement c'est un thème qu'on voit beaucoup trop souvent et que beaucoup de gens dans notre industrie exploitent, à tort ou à raison, ça dépend ce que te dicte ton éthique, mais malheureusement, il y aura toujours des clients pour ce genre de contenu et pour ce genre d'approche, parce qu'il y aura toujours des gens non formés, pas éduqués et qui n'ont pas de recul sur ces pratiques-là et qui tomberont toujours dans le panneau des charlatans. Alors, je dis charlatans avec des guillemets parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent ces approches-là pour ensuite vendre des accompagnements ou des méthodes qui vont quand même permettre d'améliorer un peu la vie des gens, leur nutrition, leur équilibre, etc. Dans l'eau, il y en a forcément, mais il y a aussi malheureusement une énorme part, si ce n'est la majorité, de personnes qui utilisent ces techniques et ces stratégies marketing-là pour ensuite vendre des trucs qui n'ont mais ni queue ni tête ou qui sont scandaleux en termes de pauvreté intellectuelle du contenu qu'ils proposent et qui vont te vendre des cookie cutter diet avec des trucs avec des déficits caloriques extrêmes calculés par des mecs qui ne connaissent rien à la nutrition, qui ne sont pas formés ou pas légitimes pour pouvoir accompagner les gens sur ce terrain-là et qui en plus vont parfois faire plus de mal que de bien sur le court et sur le très long terme. Donc c'est là que ça me pose un problème et que le sourire narquois que j'avais quand on parlait arrive à disparaître. Parce que si c'est simplement des techniques marketing pour vendre des trucs qui tiennent à peu près la route, bon bah ok, c'est pas mon éthique, mais soit. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont aucune formation, aucune éthique et aucune bienveillance et qui décident de s'emparer de ces techniques de guérilla marketing en exploitant la peur de leurs clients pour vendre des trucs qui ne devraient pas être légalement en accès publiquement parce que ça va faire du mal aux gens qui vont les suivre et qu'ensuite ils vont tomber dans des cercles vicieux sans fin de restrictions à outrance, de troubles du comportement alimentaire, etc. Donc le thème du métabolisme cassé, si on veut rétablir un peu de vérité dedans, tu veux que j'en parle un petit peu? Ouais, c'est ce que j'allais te demander, Ok. expliquer justement Ok. simplement Ok. Maintenant qu'on a débroussaillé un peu l'aspect social, le thème du métabolisme cassé, il est un peu navrant parce que, en fait, le métabolisme, c'est tout simplement la façon dont ton corps va utiliser des sources d'énergie pour créer du mouvement et du fonctionnement de ton corps. J'illustre. Notre corps, c'est une machine, il a besoin de carburant, que ce soit sous la forme de calories alimentaires parce que c'est ce qu'on lui apporte, ou ensuite dans un deuxième temps, une fois que ton corps il a appris à assimiler ces calories et cette énergie qui vient de l'alimentation,
en énergie chimique disponible dans le corps, donc en glycogène, en ATP, etc. Ça, c'est des thèmes que les gens ont entendus souvent, qui vont permettre ensuite aux cellules et à l'ensemble des processus chimiques dans notre organisme de se réaliser. On va pouvoir se déplacer, créer du mouvement, on va pouvoir créer de la division cellulaire, on va pouvoir réparer certaines cellules, on va pouvoir faire fonctionner sa digestion, on va pouvoir faire fonctionner ses processus cognitifs, sa mémoire, son sommeil, etc. Tout ça, ça a un coût. Ça se fait pas comme par magie. Là, je suis en train de parler, de réfléchir à mes propos, de me déplacer, de bouger les mains, de bouger la langue, les lèvres, etc. pour parler. Tout ça, ça demande de l'énergie et c'est consommateur d'énergie. Et évidemment, même si je suis assis sur ma chaise et que j'ai l'impression d'être relativement sédentaire, je dépense quand même une certaine quantité d'énergie en le faisant. Et j'en dépense moins qu'il y a 2 jours quand j'ai couru 16 bornes dans les montagnes de Savoie. Annecy, c'est en Savoie. Je vais me faire tirer dessus. Je suis meilleur en thermodynamique qu'en géographie. Je crois Auvergne, Savoie, ça doit être. Auvergne, maintenant, maintenant qu'ils ont agrandi les régions, ça doit être Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Donc tout ça, ça a un coût. La machine qui est notre corps a besoin d'énergie pour pouvoir créer du mouvement ou des réactions à l'intérieur de notre corps. Donc le métabolisme, c'est simplement la façon dont ton corps va métaboliser au sens littéral du terme, c'est-à-dire utiliser cette énergie et la transformer en mouvement, en chaleur, en réaction chimique à l'intérieur de ton organisme tout entier, etc. Donc ton métabolisme, il s'adapte en permanence. C'est-à-dire que on peut parler éventuellement des différents compartiments du métabolisme. Il y a 4 grands compartiments en vrai. Il y a le métabolisme de base qui est l'énergie dont tu vas avoir besoin pour fonctionner pendant toute une journée si tu ne fais virtuellement rien. Ça arrive jamais, sauf si je sais pas, sauf si tu t'es pété le bassin en tombant ou le col du fémur et que tu es dans un lit d'hôpital et que tu te déplaces pas du tout, que tu ne parles pas du tout, que tu bouges pas. Mais en théorie, le métabolisme de base, c'est l'énergie dont tu vas avoir besoin pour faire fonctionner ton organisme si tu fais quasiment rien et que tu es allongé dans un lit toute la journée pendant 24 heures. Donc ça, c'est une valeur qui est une valeur théorique parce qu'on a bien compris que personne ne fait ça dans ses journées, à moins d'être un zombie et de passer 24 heures sur TikTok comme ça, sans bouger le pouce, sans rien faire. Et encore, tu vas quand même dépenser des calories. C'est largement dramatique comme situation. Mais ce serait terrible. Donc ça, c'est le métabolisme de base. Et à ça, vont se rajouter 3 autres compartiments qui vont être la dépense énergétique liée à l'activité physique, par exemple. Si on fait du sport, si on va courir, etc., là, on va augmenter les réserves. Comme si tu as une voiture que tu roules au ralenti et que d'un coup, tu dis, tiens, je vais sur l'autoroute pendant 20 km, tu vas augmenter la demande énergétique de la machine. Donc ça va créer une dépense qui va être supplémentaire. Tu as évidemment le compartiment qui est un des compartiments les plus importants, qui est ce qu'on appelle la NEAT. C'est la thermogénèse non liée à l'exercice, c'est-à-dire les calories que tu vas brûler pour faire exister et se mouvoir la machine qui est ton corps au quotidien, mais dans un cadre purement, occupationnel. Ce qu'on est en train de faire maintenant, bouger les mains, etc., aller faire tes courses, ranger ton lave-vaisselle, sortir ton chien, faire tes lacets, déplacer des trucs dans tes étagères, dans ton appartement, passer le balai, etc. Tout ça, c'est une demande énergétique à laquelle ton corps est soumis en permanence et ça va demander des calories et de l'énergie alimentaire supplémentaire. Et ça peut être une très grosse part de ton métabolisme total ou de ta dépense énergétique totale, surtout si tu as un métier qui est très physique, si tu es déménageur, si tu es livreur, si tu es serveur, que tu es tout le temps en train de courir partout, si tu es, je sais pas, carreleur, couvreur, j'ai que des métiers en heures qui me viennent à l'esprit, mais forcément, tu vas te dépenser plus au quotidien dans le cadre de ton activité sociale ou professionnelle, sans même parler d'activité physique liée au sport, tu vois, ou de loisirs, ou de divertissement, ou de compétition. Là, on parle seulement de ce que ta vie t'amène à faire au quotidien pour pouvoir fonctionner. Et ça, c'est une grosse part de la dépense énergétique chez certaines personnes. Et la dernière catégorie, la 4e, c'est l'effet thermique des aliments. C'est-à-dire que ça, c'est une petite portion, mais elle est réelle dans la science de la nutrition. C'est que pour pouvoir assimiler l'énergie que tes aliments t'apportent, ton corps va devoir dépenser un petit peu d'énergie pour enclencher la digestion et assimiler les calories. Donc il y a une certaine part,
mais ça va jusqu'à maximum 20 ou 25% dans les recherches, mais c'est généralement plutôt aux alentours de 10 ou 15%. Il y a une certaine part de l'énergie que tu ingères qui va être dépensée par ton corps parce que ton corps a besoin, comme si, je ne sais pas, t'imagines que tu fais rentrer des olives et ton corps il peut stocker que de l'huile d'olive, et ben, il va falloir broyer les olives, et ben, l'énergie nécessaire pour broyer les olives, ça va être de l'énergie qui va être dépensée par ton corps pour assimiler l'énergie qui doit rentrer. Donc tout ça, c'est 4 trucs. Le métabolisme de base, l'énergie liée aux dépenses quotidiennes, donc la NEAT, l'énergie liée à la dépense du sport et l'effet thermique des aliments, ces 4 compartiments, c'est ce qui crée l'intégralité de ta dépense énergétique au quotidien et donc de ton métabolisme au sens large. Donc on le comprend, si on lit un peu entre les lignes de ce que je viens de dire, ton métabolisme n'est jamais brisé en fait. Ton métabolisme, il s'adapte en permanence. Pourquoi ? Parce que si je fais plus de sport que d'habitude parce que j'ai une course ou une compétition ou une rando de 3 jours avec des copains, ma dépense énergétique va augmenter. Donc mes besoins métaboliques de façon globale vont augmenter. Si sur une journée, alors que je suis serveur d'habitude et que je marche 25 000 pas par jour, et ben aujourd'hui c'est jour férié, j'ai pas envie de sortir, il pleut et je décide de rester dans mon canapé à mater Netflix, là bizarrement mes dépenses énergétiques, notamment via le gros compartiment de ma NEAT, donc de ma Non-Exercise Activity Thermogenesis, va diminuer énormément et donc mon métabolisme sur 7 jours-là va diminuer beaucoup. À l'inverse, si je fais comme ce que j'ai fait ce week-end, que je mange beaucoup plus que d'habitude et que je m'envoie des petits déj à 3500 kilocalories, eh ben, je vais avoir une augmentation de mon effet thermique des aliments parce que je vais avoir beaucoup d'énergie alimentaire qui va rentrer et que je vais avoir une proportionnellement plus importante part de cette énergie qui va devoir être dépensée pour la digestion et l'assimilation des calories. Donc, mon métabolisme sur le moment va augmenter. Donc, on voit que le métabolisme, il est totalement flexible et qui s'adapte en fonction des entrées et des sorties et de la réalité du déroulement de notre vie au quotidien. Donc, le métabolisme n'est jamais bloqué ou cassé, comme on peut l'entendre malheureusement parfois dans les médias mainstream et sur les réseaux sociaux. En revanche, il s'adapte. C'est-à-dire que si je m'adonne à un déficit calorique prolongé, voire très prolongé, et que je réduis mes calories progressivement au fur et à mesure tout en restant en déficit sur le long terme pour arriver à perdre du gras notamment, mon métabolisme va diminuer. On a dans les recherches sur la nutrition des données extrêmement claires et convaincantes sur le fait que par exemple quand on est soumis à un déficit calorique pendant très longtemps, on a tendance de façon spontanée et imperceptible à diminuer sa NEAT, c'est-à-dire que parce qu'on a moins d'énergie disponible et qu'on n'a pas mangé beaucoup. Là, on voit par exemple dans la façon dont je m'exprime sans doute que j'ai fait 5 jours à Annecy à manger comme un petit gros minet. Eh ben, j'ai de l'énergie à revendre, j'ai pas faim, je me sens pas fatigué, je suis pas faible, j'ai du jus. Comme tu as dit, j'ai rechargé les batteries à tous les niveaux et donc j'ai totalement la liberté de pouvoir m'exprimer, être vocal, bouger sur ma chaise, etc. Si vous faites une perte de poids sur le très long terme et que vous diminuez vos calories, même si vous le faites intelligemment, même si vous le faites graduellement, même si vous le faites de façon optimale en termes d'apport, il va arriver un moment où votre NEAT et l'énergie que vous allez pouvoir mettre dans l'ensemble de vos activités quotidiennes va diminuer et même de façon inconsciente, vous vous en rendrez pas compte. Mais si je faisais ce podcast avec toi une veille de monter sur une scène de bodybuilding et que je suis à 8% de body fat avec les joues creusées et après 4 mois de restriction calorique, je parlerai de façon beaucoup moins énergétique, je convoquerai beaucoup moins d'exemples, je bougerai beaucoup moins, je ne serai pas là en train de me remuer, de parler avec les mains, etc., de me balancer d'avant en arrière sur ma chaise parce que je n'aurai pas la même énergie disponible et que mon corps et mon métabolisme s'adapteraient et veilleraient à conserver l'énergie parce que la machine humaine est toujours orientée vers la conservation de l'énergie pour essayer d'en perdre le moins possible et je bougerai beaucoup moins et je ferai des réponses comme ça et je parlerai de façon très calme et je clignerai un peu moins des yeux et je parlerai même avec un ton de voix un peu moins énergivore, etc. Donc, le métabolisme s'adapte en permanence. Si vous tirez trop, malheureusement, le chariot alimentaire du côté de la restriction en permanence, en mangeant moins que vos besoins, en n'alimentant pas votre corps comme il faut, etc., effectivement, votre métabolisme va se réguler à la baisse. Votre métabolisme de base peut également diminuer, ça se voit dans les recherches,
parfois, même si on considère que c'est souvent une donnée relativement figée, le métabolisme de base en soi peut diminuer également. La NEAT va diminuer. Vous mangez moins d'énergie alimentaire parce que vous avez moins de calories. Donc, devinez ce qui va se passer. Vous allez avoir également moins d'effet thermique des aliments parce qu'il y a moins d'énergie qui rentre. Donc, on a besoin de moins d'énergie pour la processer. Donc, le métabolisme, mathématiquement, il diminue au fur et à mesure. Et aussi, la réalité, à moins d'être un bodybuilder de compétition et de savoir que même si on est en déficit calorique, on va quand même maintenir son cardio, son entraînement et tirer sur la corde et se fatiguer au fur et à mesure. La réalité de ce qui se passe, c'est que généralement, si on fait n'importe quoi avec ses calories et qu'on diminue énormément ses apports, on va pas avoir l'énergie de s'entraîner. Et donc, même l'énergie et la dépense énergétique liée à l'activité physique volontaire, elle va généralement diminuer sur le long terme. Donc ça, c'est des adaptations métaboliques. Elles sont réelles, elles sont ancrées dans les observations scientifiques sur la question et elles se vérifient même de façon anecdotique quand on se soumet soi-même, par exemple, à un déficit énergétique sur le long terme. Mais à l'inverse, elles marchent dans les deux sens. C'est-à-dire que là, sur un week-end où j'ai mangé peut-être 4500 kilocalories par jour, est-ce que mon augmentation métabolique va me permettre d'être suffisamment importante pour ne pas prendre du gras ? La réponse est non, parce que si vous êtes en surplus énergétique, brut ou net, au bout d'un moment, vous allez forcément finir par prendre du gras. Mais mon métabolisme, il a quand même augmenté par rapport à ce qu'il était la semaine d'avant. Parce que j'ai bougé plus, parce que j'ai fait plus d'activité physique, parce que j'ai mangé plus également, et que plus d'input, généralement, égale plus d'output, et que l'adaptation métabolique se fait dans les deux sens. Sauf que ça, marketingement, ça n'intéresse personne, parce qu'on n'utilise pas la peur des gens de prendre trop de gras et de ne pas arriver à perdre du gras sur le long terme, et que effectivement, parler de métabolisme cassé ou de métabolisme bloqué, ça paraît toujours plus attractif et séduisant pour les gens qui ne savent pas comment fonctionne le métabolisme. Clairement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un lien direct entre ce que tu manges et ton métabolisme est cassé. En fait, c'est une escalade de conséquences, de conséquences, de conséquences qui fait que tu dépenses moins in fine. Absolument, ouais. Et Ok. je pense que enregistrer ça comme information, même si tu vois, on a pas mal parlé, et j'ai donné beaucoup d'infos qui peuvent paraître, j'espère pas, mais peut-être un petit peu techniques pour la plupart des gens, alors qu'en fait, c'est relativement simple. C'est assez peu, c'est-à-dire que les complexités supplémentaires par rapport à ce que j'ai proposé ici sont assez peu pertinentes. Si les gens comprennent ça déjà, ils ont en main, entre les mains, 95% des infos utiles dont ils ont besoin pour la théorie de la nutrition, tu vois. La pratique, après, savoir comment optimiser ses choix alimentaires, etc., et naviguer avec tout ça, ça, c'est quelque chose qui demande de l'expérience et de l'exercice. Mais en vrai, sur la théorie, il n'y a pas grand-chose de vraiment fondamentalement utile pour pouvoir savoir quel type de charlatan écouter ou pas, et à quelle sirène se vouer et quoi écouter. Sur le long terme, faire preuve de bon sens, faire preuve de recul et alimenter son corps en fonction de ses besoins, en essayant d'éviter de faire des choses trop extrêmes, que ce soit en termes d'apport complètement déraisonné, même si c'est toujours tentant, que de déficit calorique drastique. Déjà, on arrive à avoir un fonctionnement métabolique qui est le plus optimisé possible en fonction de son contexte. Si on exclut évidemment les dérèglements métaboliques qui sont liés à des maladies métaboliques ou cardio-métaboliques, tu vois, à des gens qui pourraient avoir des problèmes de thyroïde, des problèmes de tumeurs, des problèmes de diabète, etc., et qui entrent dans un cadre médical qui est différent de ce dont on est en train de parler ici. Ok, super, très bien expliqué en tout cas. J'aimerais qu'on aborde un peu le sport. On reviendra après sur qu'est-ce qu'on pourrait prioriser de manière simple et efficace pour commencer à engendrer justement Ouais. une perte de poids ou un gain de performance. Mais déjà, pour parler du sport, est-ce que tu penses que c'est possible d'être en bonne santé sans faire de sport? Je discute des fois avec des gens qui ressentent pas le besoin de faire du sport parce que ils ont une vie plutôt active, ils n'ont pas le temps avec le travail, pensent ne pas avoir le temps en tout cas avec le travail, avec les familles, avec les enfants, et sur le principe d'avoir une bonne alimentation, se sentent pas concernés par le fait de faire du sport pour améliorer leur santé. Qu'est-ce que tu penses justement de ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est tenable? Vas-y, je t'écoute. Je comprends les contraintes et les sources de stress au quotidien qui pourraient pousser les gens à penser qu'ils n'ont pas le temps ou pas l'énergie.
On a tous, et on va tous devoir faire face à des périodes de nos vies où ça va être plus compliqué. Mais la réalité, c'est que tu peux pas être en bonne santé si tu bouges pas, en fait. Tu peux te maintenir à une sorte d'équilibre sur le court terme qui pourrait te faire penser que parce que tu prends pas trop de gras et que tu n'as peut-être pas de douleur à un instant T, tu es en bonne santé et que ça va et que tu n'as pas besoin de faire du sport. Mais la réalité, c'est qu'un être humain complet, il doit avoir besoin de bouger, de courir, il doit être capable de porter, de lever des trucs, d'exercer de la force dans certains patterns de mouvement. Enfin, tu vois, on a une Et on machine se rend corporelle rarement qui est compte que capable le de... sport, ça aide aussi au quotidien. Si je prends Bien mon sûr. exemple, justement, ce qui m'a poussé à me former, ce qui m'a poussé à accompagner des gens par la suite, c'est que justement, j'ai arrêté un moment dans ma vie de faire du sport. Je faisais du football américain 3 fois par semaine, j'allais à la salle de temps en temps. Enfin de temps en temps de manière régulière, mais une fois ou deux par semaine. Euh, et j'ai eu un enfant, et pendant la grossesse et la première année de sa vie, tu mets tout au second plan, tu as l'impression que tout va bien, et en fait, à un moment, tu fais le point et tu te rends compte que le matin, tu te réveilles, tu as mal au dos, il te faut du temps pour justement regagner cette flexibilité dans ta journée. L'air de rien, quand tu tousses, tu as un peu mal à ta colonne ou des choses comme ça, où tu es moins souple, tu es moins fort au quotidien. En fait, c'est tous des gestes du quotidien qui passent inaperçus, et c'est quand tu prends le recul de ce que tu avais l'habitude de faire avant, la facilité avec laquelle tu faisais des actions qui n'ont pas forcément d'importance en fait en soi, hein, et que tu te rends compte que là c'est un peu détérioré. C'est là que tu te rends compte de l'importance justement, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est là que moi je me suis rendu compte de l'importance de faire du sport, et c'est ce qui a déclenché en fait chez moi tout, cette, tout ce qui s'est mis en place par la suite. Génial, comme prise de conscience. C'est important, mais malheureusement, tu l'as dit, en fait, c'est une question de priorité. Je pense que quand tu as le nez dans le guidon de la grossesse ou de la parentalité, même si malheureusement ça devrait pas être le cas, mais ton niveau de fitness, entre guillemets, passe forcément au second plan parce que tu as une obligation naturelle et parentale qui est d'arriver à faire survivre la créature que tu viens de mettre au monde. Donc forcément, savoir si tu es encore capable de maintenir ta VO2 max à 60 ou de pouvoir enchaîner 5 reps à 100 kg au développé couché, sur le papier, on s'en fout un peu à cet instant-là. Le problème, c'est que c'est comme tout et que si tu détournes les yeux d'une variable ou d'une ancienne priorité et qu'elle prend un rôle de second plan, et ben, au bout d'un moment, forcément, tu vas finir par, euh, par, euh, par régresser sur ces variables-là. Et si tu t'en aperçois relativement vite, tu peux arriver à rétablir la vapeur à temps. Si tu t'en aperçois 2 ans après, 2 ans sans s'entraîner, en dormant pas bien, en s'alimentant pas comme il faut, en faisant plus aucune activité sportive et en plus en ayant potentiellement ta dépense énergétique au quotidien qui diminue parce que tu bouges pas trop, tu restes à la maison pour t'occuper du petit, etc. Le bilan, il peut être extrêmement douloureux, voire lourd. Ok, Donc c'est important, je pense, de garder. Tu vois, je parle en pure théorie parce que je suis pas père. Toi, oui. Mais, euh, mais tu as un mais je quotidien pense chargé. que. Donc, Ouais, ouais. Oui, mais je suis pas du l'air de rien, on tout pourrait penser capable que de c'est te simple dire. pour toi parce que tu es créateur de contenu sur le sujet, tu t'intéresses au sujet, mais quand tu parles tout à l'heure que tu es invité à droite à gauche pour des marques, que tu as enfin, tout ça, c'est des choses qui représentent en fait ce qu'une personne lambda vit. Donc, c'est pas forcément plus simple pour toi. Donc, enfin, je pense que ce que tu dis, ça a largement sa valeur. Ouais, après, je me voile pas la face. Je sais qu'avec l'organisation, c'est pas mon fort. Je pense que si un jour j'ai un enfant, ça va être un très bon test de voir si la théorie que j'aurais mis des années à chérir et à emmagasiner se cristallise comme il faut en pratique ou pas. La réalité, c'est qu'on le sait, c'est un tel stress et aussi un tel chamboulement émotionnel de devenir parent que, enfin, il y a évidemment un monde dans lequel tout ça va passer au second plan. Mais second plan veut pas dire disparaître de l'équation en fait. Tu devrais, tu vois, moi, tous mes amis qui sont sportifs, et c'est pour ça que quand tu dis c'est pas plus facile pour toi que pour quelqu'un d'autre, je pense que là où c'est plus facile, c'est que tu as conscience que cette priorité, même si elle se dépriorise en termes
euh, purement mathématique, doit quand même rester une priorité et s'occuper de toi, ça doit quand même être un invariant de ta vie et de ton bien-être. Comme si tu te disais, ah bah parce que, je sais pas, je suis en prépa ou je suis en médecine, et ben ma santé financière, je m'en fous complètement. Et ah bah je me mets à découvert pendant 6 ans. Bah non, personne fait ça, c'est pas possible. Parce qu'à un moment, l'impérieuse nécessité de ton quotidien te rattrape. Parce que tu vas payer des agios à tour de bras, parce que tu vas te faire interdire bancaire, parce qu'il y a un moment où ça ne fonctionnera plus. Et malheureusement, avec la santé et le bien-être, on a des sonnettes d'alarme qui sont moins réelles, moins tangibles. Et surtout, je pense que les gens pensent qu'ils peuvent tirer sur la corde plus longtemps avant que le coup près finisse par tomber. Le problème, c'est que plus la sanction est lointaine et reculée par rapport à l'action, plus tu vas avoir tendance à tirer sur la corde parce que tu dis, oh bah, ça va, c'est quoi, ok, dans 2 ans, j'aurai pris 10 kilos ou dans 3 ans, je serai plus capable de courir un 10 km en moins d'une heure. Bon, bah, ouais, ok. Alors que si il te reste 1 500 € sur ton compte bancaire et que tu dois acheter un truc à 2 000 balles, tu vas dire, ok, bah, demain, je suis à découvert et après-demain, le banquier, il m'appelle et dans 4 jours, je paye 300 balles d'agio et c'est vite la merde, il faut que je réagisse tout de suite. Et donc, malheureusement, les gens laissent un peu glisser ces priorités-là. Et tu te rends compte que chez beaucoup de gens, ouais, il y a des périodes où, tu sais, c'est le thème de, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais en études supérieures, j'avais des potes qui partaient aux États-Unis pour faire un semestre dans une fac américaine, etc. Et ils revenaient, ils avaient pris 12 kilos. Et t'es là en mode wow, bah ouais, mais j'ai pas fait gaffe, et puis c'était pas la prio, puis il fallait que je réussisse mon semestre et tout machin. Et du coup, j'ai complètement débranché sur tout le reste et j'ai fait n'importe quoi. Ou j'ai compensé avec l'alimentation sur mon manque émotionnel, mon manque de connexion, le fait que ma famille me manquait, machin, que j'étais parti sans mon mec, ma nana, etc. Et tu te dis, mais wow, 6 mois dans un contexte différent, et ça y est, t'as complètement balayé toute ton hygiène de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois mes amis qui sont sportifs et qui ont eu des enfants, généralement, même si c'est dur pour eux aussi, eh ben, ils font des choix. J'en parlais sur mon podcast avec mon ami Emeric, par exemple, qui est un super grand sportif, qui a toujours fait du sport. Il a fait, tu vois, beaucoup de handball, du water polo, du rugby. Il a fait du crossfit après pendant longtemps, etc. Et il m'a dit, bah, quand j'ai eu ma petite, j'ai dû prioriser. C'est-à-dire qu'il y a littéralement des jours où je décidais de payer une babysitter pour qu'elle vienne s'occuper de ma fille et que je puisse aller courir 1 heure. Est-ce que mon footing d'1 heure me coûtait 30 balles? Oui, mais il y a des jours où je pouvais pas faire autrement et c'était ou garder mes 30 € et ne pas sortir, ne pas aller m'entraîner, ne pas respirer l'air pur parisien, j'ai envie de dire, mais au moins avoir un peu d'air frais et m'oxygéner la tête et pouvoir me dépenser un peu. Ou alors je faisais pas tout ça et je restais chez moi à m'occuper de ma fille parce que j'avais pas d'autre solution, tu vois. Donc oui, il y a des priorités qui vont être un peu réorganisées. Oui, il va y avoir des sacrifices qu'il va falloir faire et c'est aussi sans doute pour ça que les jeunes parents qui sont sportifs, tu les vois un peu moins sortir en soirée, tu les vois un peu moins à des événements sociaux, etc. parce qu'il y a des arbitrages à faire. Mais je pense que c'est possible et que les gens aussi ont tendance à peut-être trop surestimer le temps et l'énergie nécessaires en réalité pour pouvoir arriver à avoir une routine qui va être saine et qui va leur permettre de ne pas péter les plombs et de garder un semblant de condition physique. Tu vois, l'OMS préconise 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. 150 minutes, c'est 2h30. 2h30, ça peut être ta fille dort à côté ou ton fils fait la sieste, tu as un vélo d'appartement, tu te mets 1 heure sur le vélo à côté avec la vidéosurveillance, le babyphone, machin et tout, et tu pédales pendant 1 heure à 120, 130, 140 BPM en rattrapant tes obligations, même en mettant un podcast, en faisant alors un podcast peut-être pas, mais tu vois, genre en regardant une vidéo, en faisant un call avec ta famille, en appelant, je sais pas, en étant sur un call avec tes collègues, etc. Il y a plein de façons d'arriver à bouger et à conserver de l'activité dans son quotidien. Tu vois, là aujourd'hui je le fais pas parce que je me suis défoncé le pied sur mon trail de ce week-end, mais j'ai un bureau là qui se monte. Et j'ai un tapis. Donc si je veux, sur les trucs qui sont moins importants que les podcasts où j'ai besoin d'accorder mon attention pleine et entière à la personne qui a la gentillesse de m'inviter, si j'ai juste tu vois, un call ou un truc sur lequel je dois juste être présent et écouter des trucs et pas forcément interagir, etc., je peux parfaitement marcher pendant que je suis en train de travailler. Si je fais ma compta, tu vois, demain j'ai ma compta qui est programmée, pendant 1 heure de compta, au lieu d'être assis sur mon cul comme ça, je vais être sur mon tapis et je vais faire 3 4 000 pas, ce qui va me permettre de créer de la dépense énergétique. Donc
Il y a des options, il y a des solutions, il y a plein de façons d'arriver à avoir de la dépense énergétique dans son quotidien pour pas subir sa vie encore une fois et être esclave de son contexte. Parfois c'est plus difficile que d'autres, parfois ça va demander plus d'énergie, parfois ça va demander plus d'argent, parfois ça va générer plus de fatigue qu'on n'a pas forcément envie d'encaisser, etc. Mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'on fait les choses et qu'est-ce qui est important pour soi sur le court terme et sur le long terme. Peut-être que dans une semaine qui va être ultra chargée parce que tu as du gros stress professionnel, tu as un déménagement, tu as plein de trucs à faire, peut-être que dans cette semaine-là, se rajouter 5 heures d'entraînement parce que tu dois tenir ton programme en musculation, etc., ce ne sera pas optimal parce que tu vas simplement générer de la fatigue, du stress supplémentaire et que ta charge globale, elle va être trop importante pour ce à quoi tu dois faire face sur cette semaine-là. Mais peut-être que si c'est une période de long terme sur laquelle tu dois faire face à une paternité, un enfant qui arrive dans ta vie, un chamboulement professionnel, etc., se débrouiller pour conserver de l'énergie et allouer un peu de cette énergie à de la dépense en marchant, en faisant du vélo, en allant faire un cours de yoga, en se levant un peu plus tôt pour aller nager, etc. Et ben ça vaut le coup parce que ça va te permettre de rester en bonne santé et d'avoir de l'énergie dans ton quotidien, d'optimiser ta composition corporelle, de ne pas prendre trop de gras et donc de mieux dormir et d'être mieux dans ta peau et d'être en meilleure santé sur le très long terme et d'avoir davantage de bien-être. Donc tout ça c'est des arbitrages, mais c'est des questions qu'il est important de se poser à chaque période de sa vie. Ok. Et justement, tu parles de plusieurs périodes de ta vie. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être 45, 50 ans, 55 ans, qui se disent, bon, de toute façon, c'est déjà trop tard. D'ici 5 ans, si je commence à avoir des effets, j'aurai 55, 60 ans. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou ils ont raison? C'est jamais trop tard en fait dans le sens où le but c'est surtout de rajouter de la vie aux années selon moi. Et que n'importe quelle période de ta vie, si tu es sédentaire et en mauvaise santé, absolument n'importe quelle période, c'est-à-dire que même si tu as 85 ans et que tu es en EHPAD, même là, tu peux améliorer ta qualité de vie de façon extrêmement impressionnante en étant moins sédentaire, en bougeant plus, en faisant de l'exercice et en prenant soin de ton alimentation. Même là, on sait, d'après les recherches sur l'entraînement et la nutrition, que simplement bouger, faire de la musculation, faire de l'exercice physique, etc., permet d'optimiser le fonctionnement cognitif et d'être sur le papier donc plus intelligent. Rien que ça, c'est-à-dire que rien que si tu veux pas avoir un corps plus musclé, faire ça juste pour ton physique. Donc j'ose espérer que si tu méprises cet aspect-là de ta vie qui est la progression physique ou en tout cas le bien-être physique, au moins tu es concerné par le fonctionnement de tes capacités cognitives et le bien-être psychologique et émotionnel. Même s'il n'y a que ça qui t'intéresse, faire de l'exercice physique, c'est démontrer scientifiquement que ça va améliorer ce plan-là s'il est plus important pour toi que tous les autres. Donc déjà, si tu es quelqu'un qui dit non mais moi le sport, le physique, tout ça, ça m'intéresse pas du tout, je suis un pur esprit 100% tourné vers le monde des idées, etc. Déjà, si tu fais pas ça, ta logique est pas bonne et tu es déjà en train de te tirer une balle dans le pied parce que tu n'optimises pas ton fonctionnement cognitif. Ça, c'est un peu l'ironie de la dichotomie moi j'en ai vu plein, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait une prépa, j'ai fait un master, j'ai fait un magistère de la Sorbonne après, j'ai eu plein de profs qui étaient comme ça, qui étaient dans le mépris total de toutes les contingences physiques et tu vois, en citant des trucs, Churchill, Never Sport, des trucs, vraiment c'était le sport et la sueur et tout, c'était des trucs de classe sociale inférieure et d'ouvriers, tu vois. Et même eux, en fait, ils avaient tort parce que optimiser sa composition corporelle, être moins gras, mieux dormir et être en meilleure santé métabolique, c'est scientifiquement prouvé que ça permet de fonctionner mieux sur le plan psychologique, intellectuel, émotionnel et cognitif. Donc, rien que ça, c'est important. Ensuite, je pense que les gens qui disent ça ne se rendent pas compte à quel point la liberté physique est un des vecteurs essentiels du bien-être global sur le long terme. Le jour où vous ne pourrez plus vous baisser, le jour où vous ne pourrez plus marcher pour aller faire vos courses, le jour où vous ne pourrez plus monter vos escaliers, le jour où vous ne pourrez plus conduire tout seul pour vous rendre à un endroit, parce que votre corps vous en empêchera ou vous le permettra plus, ce jour-là, vous allez vous rendre compte, tu vois, pour avoir eu les ligaments croisés pétés, pour m'être pété le genou, etc., et avoir été complètement dépendant de ma compagne, par exemple, qui devait m'amener en voiture n'importe où, me porter n'importe quoi, parce que quand tu marches avec des béquilles, avec une jambe complètement immobilisée, tu peux rien porter. Enfin, c'est
le quotidien est extrêmement compliqué. Et pourtant, tu vois, je suis pas en fauteuil roulant, j'ai pas perdu 2 guiboles, etc. Donc, il y a encore des niveaux et des strates à cette prise de conscience-là. Mais le jour où vous allez vous rendre compte que votre corps vous empêche de faire ce que vous considériez pendant toute votre vie comme acquis, ce jour-là, vous allez vous rendre compte à quel point la santé physique est importante et à quel point c'est un pilier indissociable du bien-être et de l'équilibre humain sur le très long terme. Donc, avant que ça arrive, avant que ça se produise, avant qu'on perde tous l'usage de nos membres et notre force motrice qui nous permet simplement de nous déplacer et d'être autonomes dans nos vies, considérant à quel point il est important de faire de l'exercice physique, pas forcément tous les jours, mais de façon régulière, pour pouvoir entretenir la machine et prendre soin de ce magnifique accomplissement de l'évolution qu'est le corps humain, vraiment. Donc pour moi, on ne peut pas être en bonne santé sur le long terme sans faire de sport, c'est pas possible. Tu peux avoir une vie très active et avoir assez peu de sport dans ton quotidien, tu vois. Littéralement, si tu es jardinier, si tu es ébéniste, si tu es dans un métier où tu bouges en permanence, où tu es mobile, où tu baisses, où tu portes des trucs, où tu vas chercher des trucs au-dessus de ta tête, etc., où tu portes des charges, où tu stimules ton système cardiovasculaire, etc., si tu es livreur à vélo, etc., oui, tu n'as peut-être pas besoin de faire Oui, 2 heures de c'est vélo parce dans que ta semaine. c'est une activité physique comme Tu une autre. Je prends vois, l'exemple de mes grands-parents qui font pas, enfin, pas forcément de sport, mais ma mamie est capable de, quand mon enfant fait tomber quelque chose par terre, elle tape son meilleur squat profond pour le ramasser, elle se relève sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Mon papy a 80 ans, il grimpait dans ses arbres pour les élaguer, mais parce qu'ils ont entretenu cette activité, ils se sont jamais arrêtés de faire quelque chose. Et voilà, c'est cette notion d'activité physique et pas forcément sportive qui est importante à avoir. bien sûr, bien sûr. Et le sport, c'est aussi une notion sociale de la dépense énergétique il y a des dimensions absolument magnifiques dans le sport, mais même si je pense qu'il y a toujours eu une forme de sport ou une forme de jeu social lié à l'activité physique, même si ça s'appelait pas sport et que tu vois, on le voit en sociologie, le concept de sportivisation via Norbert Elias, via ces théories-là qui sont extrêmement intéressantes. Je pense que la notion de sport s'affranchit de cette théorisation et que depuis des milliers, des centaines de milliers d'années, l'homme joue et que tous les animaux jouent, tu vois. Il y a une Mm. forme de sport, même s'il n'y a pas des équipes avec des maillots, avec des règles, etc. Il y a quand même une sorte d'échange ritualisé au sein de tous les groupes sociaux et de toutes les espèces. Donc, je pense qu'on a organisé, on a socialement orchestré le déroulement du sport et de l'activité sportive depuis ces dernières décennies ou ces derniers siècles, mais il y a toujours eu du sport dans toutes les cultures et sous toutes les formes, et que le sport en soi n'est pas forcément nécessaire au bien-être et à la longévité. En tout cas, l'activité physique et la dépense physique et la motricité et le mouvement sont absolument indissociable du bien-être et de la santé sur le long terme. Ça, il n'y a pas photo. Et donc, la réponse, elle s'impose d'elle-même. Est-ce qu'il y a un moment où il est trop tard? Jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Même quelqu'un qui est hospitalisé devrait arriver à avoir accès à un certain niveau de dépense énergétique. Même quand tu sors d'un accident de voiture, tu te rends compte que si ton corps te le permet et tes blessures te le permettent, si tu marches tant que tu es à l'hôpital en observation, que tu es perfusé, etc., si tu arrives à marcher, à te lever, à faire un petit peu de mouvement, un petit peu de mobilité, déjà, tu vas cicatriser, guérir beaucoup plus vite. Ton bien-être, ton fonctionnement cognitif, ta capacité à encaisser le stress va être bien meilleur. Donc, il est jamais, 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 jamais trop tard pour se mettre à bouger, se mettre à se dépenser plus, être moins sédentaire, être plus actif, prendre soin de son alimentation, dormir mieux, prendre soin de soi et éventuellement faire du sport. Jamais. Ok. Là, tu as évoqué pas mal de choses justement qui sont en lien avec le prochain sujet que j'avais expliqué un peu avant. Mais si on parle de pyramide des besoins, si tu devais prioriser, je vais faire deux questions en une parce que je vois que le temps passe un peu. Mais si tu Mhm. devais prioriser les pratiques à mettre en place, que ce soit sport, aliment, enfin, peu importe, vraiment au global, sur les bases d'un schéma coût-bénéfice pour justement commencer à avoir des résultats motivants sans forcément s'éparpiller, ça ressemblerait à quoi? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves complètement inutiles ou du moins
fortement surcoté, que tu ferais disparaître. Je pense par exemple à l'indice glycémique. Moi, ça, au début, j'en ai beaucoup entendu parler et au final, on se rend compte que non. Mais voilà, si tu peux tisser un peu le cadre. Clairement, l'indice glycémique serait extrêmement loin dans la liste de mes priorités pour optimiser le bien-être et la vie de quelqu'un qui soit, à moins qu'il soit diabétique évidemment, mais qui soit en On parle bonne de santé quelqu'un ou en en bonne moins santé, bonne hein. santé. Ouais. Euh, c'est dur de hiérarchiser parce que j'ai pas envie de verrouiller le mode de pensée des gens qui vont écouter ça, mais si Non, on mais de toute devait façon, tout asseoir, est adaptable et tout ouais, doit coïncider à son environnement. Mais sur les grandes lignes, si on peut avoir un cadre sur ouais, lequel ouais, se référer. c'est assez simple pour moi. Si on devait asseoir l'hygiène de vie et le bien-être sur le long terme sur un tabouret, tu vois, qui aurait 3 pieds, peut-être quatre. Je vais commencer par trois, mais je vais peut-être en rajouter un quatrième, donc ça deviendra peut-être une chaise. Il y aurait évidemment l'alimentation, il y aurait évidemment l'activité physique et il y aurait évidemment le sommeil, qu'on n'a pas beaucoup mentionné depuis le début. Après, on peut creuser et établir des hiérarchies et des catégories plus ou moins importantes dans toutes ces dimensions. Mais si tu optimises ton alimentation, que tu bouges au quotidien, ou que tu as suffisamment de dépenses énergétiques via le mouvement, ton activité professionnelle, ton sport, etc., et que tu optimises ton sommeil en dormant avec un sommeil suffisant et de qualité, déjà, tu as fait 95 ou 99% du boulot. Vraiment. Là-dedans, on peut mettre des hiérarchies, tu vois, genre l'activité physique, on en a pas mal parlé pendant l'épisode, je pense, donc c'est assez, les gens comprennent, tu vois, l'OMS dit qu'il faut 150 minutes d'activité modérée minimum par semaine pour être en bonne santé. Bah voilà, tu le répartis comme tu veux. Si tu veux faire une fois 2 heures et demie de sortie à vélo ou de footing modéré en zone 2 dans ta semaine, ou si tu veux faire 2 fois 1 heure puis une demi-heure, ou si tu veux faire 75 minutes d'activité intense et 75 minutes d'activité modérée, etc., tu peux le répartir à peu près comme tu veux. Si tu as un métier qui est extrêmement actif et extrêmement demandeur sur le plan de la dépense énergétique et de l'activité physique, tu as besoin sans doute de faire moins de sport ou tu n'as pas besoin de t'imposer une dynamique sportive forcément aussi importante qu'à côté. Si tu as un métier où tu es extrêmement sédentaire et tu es assis sur ton cul toute la journée derrière un bureau, tu as plutôt intérêt à mettre en place des stratégies dans ton quotidien où tu vas pouvoir peut-être marcher plus pour aller au travail ou revenir du travail, aller faire tes courses à pied ou à vélo, aller chercher tes mômes à l'école à pied ou à vélo et faire du sport le soir, le matin avant d'aller au travail, entre midi et deux sur ta pause déj ou le week-end pour pouvoir compenser ce déficit d'activité physique qui est instauré par la façon dont tu as choisi de vivre ta vie. Mais c'est clair pour tout le monde. Bouger suffisamment régulièrement et assez pour pouvoir entretenir la machine, conserver sa force, stimuler son système cardiovasculaire et faire en sorte que tout ça fonctionne comme il faut. Le pilier activité physique, il est parfois le plus demandeur en énergie à mettre en place, mais je pense que c'est un des plus simples à comprendre en vrai. Le sommeil, qui est souvent le pilier le plus négligé et qui pourtant conditionne la réussite de tous les autres. Si tu t'entraînes bien et que tu manges bien, mais que tu dors pas assez ou pas bien ou pas du tout, tu vas dans le mur parce que tu vas finir par te blesser, tu vas finir par avoir un dérèglement complet de tes facultés cognitives. On sait qu'au bout de 2 nuits blanches, par exemple, dans les recherches, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'équivalent du 40%. coefficient intellectuel baisse de 40 à 50%. C'est-à-dire que si tu penses être un génie parce que tu as un QI de 150, tu fais 2 nuits blanches et au bout de 48 heures, tu es littéralement un simple d'esprit avec un QI de 75 ou 80. Tu vois, vraiment, littéralement. C'est ouf parce qu'on entend C'est-à-dire souvent que des gens qui disent moi ça va, je dors 4 heures. Et des gens avec des grosses responsabilités, que ce soit dans des entreprises ou au gouvernement, qui disent bah, je dors 4 heures par nuit, ça me va. Et un tel le faisait autant et ça allait aussi et j'ai pas de problème. ouais. Alors, petit bémol, petit bémol, petite précision, quand je dis un sommeil suffisant et de qualité, on a tous des besoins de sommeil différents, mais il y a extrêmement peu de gens statistiquement qui ont besoin de dormir seulement 3 ou 4 heures et qui peuvent s'en accommoder. Il y en a, ça arrive, et il y a des exceptions à toutes les règles en termes de Clairement, physiologie oui. généralement, et il y a des gens qui, tu vois, Napoléon était connu pour dormir extrêmement peu, il devait dormir peut-être 4-5 heures par nuit, etc. Il faisait, je pense, des micro-siestes un peu partout. Ses aides de camp lui laissaient des petits moments où il pouvait s'assoupir. C'est connu et c'est relaté dans les récits des campagnes d'empire, etc. Il y a des grands décideurs, des grands leaders qui se sont permis de dormir moins parce qu'ils y arrivaient.
Aujourd'hui, la thématique veut que les grands leaders qui dorment très peu et qui performent quand même socialement ont généralement accès à des aides exogènes que je citerai pas, mais il y a des compensations chimiques qui leur permettent de tenir en l'air un peu plus efficacement. Et Et je puis il pense y pas a que ce ce soit qu'ils une très disent et bonne ce idée qu'ils sur le font long terme. aussi. C'est pas Absolument. forcément Et il y a tous ce les qu'ils disent et jours. ce qu'ils C'est font. comme l'alimentation, on a tous quelqu'un en tête qui mange n'importe Absolument. quoi et qui prend pas un gramme. On sait Absolument. pas ce qu'il fait quand il est pas avec nous. Absolument, absolument. Absolument. Tu vois mes stories Instagram du week-end à bouffer 4500 kilocalories par jour. Tu dis, wow, le mec est sec comme ça, entre guillemets, et mange autant que ça tous les jours. Bah non, c'est juste que je vais réguler différemment. La plupart du temps, quand tu vois pas mes stories, je vais avoir des apports qui sont plus simples et plus modérés, etc. Donc, il y a effectivement ce que les gens disent et ce qu'ils font, et il faut savoir se prémunir de ce biais d'interprétation-là qui est permanent et qui est amplifié avec les réseaux sociaux, je pense. Mais le sommeil, c'est important et répondre à ces besoins de sommeil qui sont propres, qui sont personnels et qui évoluent avec le temps. Quand on est un nouveau-né, on n'a pas les mêmes besoins de sommeil que quand on est un enfant, qu'on n'a pas les mêmes besoins que quand on est un ado, que quand on est un jeune adulte ou quand on est à la retraite. Ça évolue au cours de nos vies. Il faut savoir écouter son corps, écouter ses besoins et évoluer en fonction. Mais dormir suffisamment et avec un sommeil réparateur et de qualité en fonction de ses besoins propres, c'est très important. Donc le sommeil, on est bon, et reste l'alimentation. Et là, je pense que dire juste il faut bien manger en fonction de ses besoins, c'est comme dire à quelqu'un qui est en train de se noyer, bah vas-y, bats des bras et essaye de sortir de l'eau. C'est trop vague pour être utile. Mais si je devais établir une échelle de hiérarchie sur l'alimentation, manger en fonction de ses besoins, c'est-à-dire sur le long terme, en moyenne, pas plus, pas moins, c'est-à-dire ne pas manger plus que ses besoins et accumuler du gras et dérégler sa composition corporelle, et éventuellement également ne pas manger moins que ses besoins sur le très long terme et arriver dans une posture de malnutrition ou de dénutrition, même si en vrai, je pense que réalistiquement, dans les sociétés dans lesquelles on évolue et les pays développés, et littéralement les gens qui vont écouter ce podcast et cet épisode sont relativement à l'abri de ce genre d'écueil parce que dans nos sociétés, il est extrêmement difficile de ne pas manger assez. En revanche, il est très facile de manger trop, voire beaucoup trop. Donc, je pense que la plus grosse sirène, c'est ne pas manger plus que ses besoins et ne pas accumuler de gras sur le long terme. Ça, c'est la première chose. Ça peut demander une période d'adaptation et d'apprentissage. Apprendre à compter ses calories, apprendre à optimiser ses besoins, calculer ses calories avec un calculateur de besoins énergétiques ou de dépenses énergétiques sur Internet, ou demander à ChatGPT. Aujourd'hui, on a accès à des outils qui sont incroyables et qui peuvent faire le taf, peut-être pas évidemment le taf à 100%, mais qui peuvent faire 80 ou 90% du travail qui aurait été accessible il y a peut-être 30 ans que à un diététicien, un nutritionniste ou quelqu'un qui aurait étudié comme nous les sciences de la nutrition, tu vois. Il y a infiniment d'outils qui permettent aujourd'hui de se rapprocher de l'optimal et de savoir en 2-3 clics de quoi tu as besoin pour optimiser les choses. Donc ça, c'est déjà le premier point, je pense, c'est la base, déjà les besoins. Tu vois, comme dans la gestion du budget. Si tu arrives à déjà au quotidien, tous les mois, ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes, déjà, tu es proche de la vérité et tu te mets au moins pas en danger sur le long terme. Ensuite, apprendre à optimiser les sources de ces apports. Tu vois, on parlait de efficiency sur macro, c'est le premier niveau. Mais ensuite, être capable de manger bien en apportant à ton corps ce dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale. Des protéines de bonne qualité, des lipides de bonne qualité, des glucides de bonne qualité avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, des aliments le moins transformés possible en général, qui t'apportent le plus de nutriments, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de fibres. Les fibres sont très souvent négligées dans toutes ces équations et elles sont une partie indissociable du bien-être digestif et de la santé sur le long terme et du confort de vie et des maladies comme tu vois, le syndrome des intestins irritables, plein de syndromes d'intolérance alimentaire qui peuvent se déclarer à bas bruit et qui peuvent même générer des problèmes d'allergie alimentaire et prendre des proportions qui sont extrêmement importantes et extrêmement nuisibles sur le bien-être. Donc ça fait une strate en plus, tu vois. Et en vrai, j'ai pas envie de complexifier davantage l'équation parce qu'on est déjà On est pas déjà mal. pas mal. On est déjà On pas est mal. vraiment pas mal, tu vois. Tu pourrais aller rajouter des considérations sociales ou écologiques ou éthiques de manger local, manger des fruits de saison, etc. Machin. Ok, tout ça, c'est des strates qu'on peut rajouter après. Je pense que le but, Et c'est c'est déjà d'ancrer ces trois choses que tu as citées et ensuite de pouvoir aller rajouter des couches. bien sûr.
Mais comme dans tout, en fait, t'apprends pas à drifter au frein à main dans un rond-point tant que tu sais pas contrôler un angle mort, rétrograder en arrivant dans un rond-point, contrôler à gauche et à droite, changer de vitesse, réaccélérer, mettre ton clignotant et sortir à la bonne sortie, tu vois. Bah, chaque chose en son temps. Si tu apprends à drifter avant de faire tout ça, tu as une chance sur deux de te manger le rond-point en pleine face. Si tu rajoutes des strates petit à petit, que tu apprends ce qui est essentiel à la marche de base, puis que tu construis en ayant assimilé les connaissances, les acquis et surtout la pratique au fur et à mesure, tu peux complexifier ton système et enrichir ta pratique pour être de plus en plus libre. Parfaite comme métaphore. Je pense on se représente tous facilement. Je vous conseille pas de faire des drifts dans les ronds-points, mais si vous avez une excellente maîtrise du véhicule que vous avez entre les mains et qu'il n'y a personne et que le rond-point est fermé à la circulation, c'est un truc qui peut être rigolo. Super. Bon, Antoine, on va passer aux dernières questions. Le Ok. but, c'est d'enchaîner rapidement les réponses. C'est des questions qui peuvent être soit un peu légères, soit un peu plus Ok. complexes, mais tu dois faire un choix. Ok. C'est un peu un style de rapid fire question, hein. Sans donner de contexte, j'ai des petits jokers. T'as des petits jokers. Ok, Ok. Allez, je t'écoute. ok, on va commencer facile ou pas. Sushi ou cookie? Sushi. Sushi, ok. Dormir 5 heures pendant une semaine ou ne pas t'entraîner pendant une semaine? Ne pas m'entraîner pendant une semaine, je pense. Ok, donc le sommeil est vraiment important. Ouais. Manger de tout ou, on a déjà un peu répondu, mais ou faire des croix sur certains aliments. Clairement, manger tout, bien Ok, sûr. ok. 10 000 pas ou 1 heure de sport. Euh, 10 000 pas. Pour la plupart des gens, enfin 10 000 ou 9 000 ou 12 000, on s'en Oui, oui, fout. bien Mais sûr. une activité physique suffisante dans le cadre de ton quotidien sans que ce soit un coût énergétique ou mental important. Bien plus que se dire ah, j'ai pas fait de sport aujourd'hui, il faut absolument que je m'entraîne. Ok, ok. Et sucre ou édulcorant? Bonne question, on n'en a pas parlé. Je pense que pour la plupart des gens, édulcorant serait la meilleure réponse. Même si j'ai pas envie qu'en disant édulcorant, on se dise ah bah le sucre c'est diabolique et il faut absolument le diaboliser parce que c'est pas le cas non plus. Mais beaucoup de gens qui sont en surpoids ou avec une mauvaise composition corporelle auraient tout intérêt à choisir parfois des produits avec des édulcorants et les recherches le montrent. Souvent, les édulcorants de synthèse sont des atouts extrêmement précieux dans le cadre d'une perte de poids et d'une régularisation de la composition corporelle, par exemple. Ok, super. Moi, je mettrai le. T'as fait pas mal de contenu récent sur le sucre. Je mettrai les Ouais, liens pour ceux qui veulent creuser un peu ça plus. marche, Au moins ça marche. t'auras la nuance qui est apportée sur la question. Bon, c'est tout. C'était les 5 dernières questions de fin. Donc, bah, Trop bien. merci à toi pour tout ce que tu as expliqué. C'était hyper complet. Enfin, on a eu le temps de passer sur toutes les thématiques que j'avais prévues, donc c'est cool. Dernière question à la rigueur, si tu penses à quelqu'un que je pourrais inviter pour parler bah, d'un des sujets qu'on a abordé, mais peut-être plus en profondeur. Je pense par exemple, je sais pas, au sommeil, ou peu importe, en fait, quelqu'un qui pourrait apporter de la plus-value sur l'épisode aux personnes qui écoutent. Je suis preneur. Il y a plein de gens pertinents qui pourraient te parler de tout ça. Mon ami Nevin plein d'insights sur plein de trucs qui sont très utiles. Et tu le connais aussi, donc tu pourras sans doute y avoir accès. Euh, et moi, évidemment, j'ai plein de potes médecins ou kinés qui peuvent Kin, avoir ça peut être des intéressant, ouais, si tu perspectives. veux, justement. Ouais, ouais, kiné, j'en ai plein. J'ai un super pote, mon kiné, qui m'a rééduqué les croisés, qui s'appelle Paul, qui a une approche extrêmement non bullshit et extrêmement effective de ce qu'est la santé et l'hygiène de vie par le mouvement et l'absence de sédentarité au quotidien, qui est très Ok, intéressante. Mais si tu interviews aussi un mec comme M. Tonkiné, tu vois, il aura sans doute un discours extrêmement complémentaire avec le mien. Si tu interviews un major mouvement, il aura sans doute un discours très enrichissant et avec plein d'insights utiles qu'on n'aura peut-être pas eu le temps d'évoquer dans cet épisode. Donc, c'est des créateurs de contenu que les gens peuvent aller suivre aussi parce que carrément. il y a énormément de contenu intelligent et de qualité sur les réseaux. Il faut simplement savoir où se fournir et où s'informer et filtrer un peu
les Créer inputs les et ce qui sources rentre d'information. entre vos deux oreilles. Ouais, absolument. Et surtout qu'on a justement, je trouvais ça intéressant les kinés parce qu'on a pas mal d'idées reçues sur la gestion des blessures, la gestion des douleurs, comment s'écouter. Et c'est vrai que ça peut être super intéressant de creuser un peu le sujet. Super, bah, merci à toi Antoine. Je t'en prie. Et au plaisir sur le podcast. Avec grand plaisir. Merci, Julien. L'épisode touche à sa fin. Tu peux me retrouver Antoine sur les réseaux sociaux. Je t'ai mis les liens en description pour que tu ailles t'abonner. Personnellement, tu peux me retrouver aussi sur Instagram, sur le compte Deadlift Coaching. Et t'abonner permettra d'avoir plus de conseils et de tips au quotidien dans le même ton que cet épisode. Si le format t'a plu, fais-le moi savoir en mettant un pouce bleu sur l'épisode, en partageant sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment ce qui va me permettre de continuer ce format et d'être en mesure d'accueillir d'autres invités tout aussi prestigieux. Donc je te souhaite une bonne semaine, on se retrouve chaque lundi pour un nouvel épisode. Ciao.